Alors bonjour, je vais faire une petite vidéo là sur non pas un tri de sédiments, mais une séparation des éléments déjà trouvés. Alors il se trouve que là, on est sur, vous voyez, des centaines de dents, hein, et j'en ai encore un petit peu là dans la boîte qui est devant. Tout ça m'a été donné par un ami qui a fouillé ce gisement-là pendant quelques années. C'est du lutétien inférieur contact yprésien avec même du sparnacien à la base. Hein, on peut le constater par la présence de divers autres vertébrés fossiles comme les tortues, les lépisostés, une faune de requins qui est tout à fait typique de ces étages-là. Et là, ce que je vais faire, c'est essayer de trier, de démêler un peu tout ça, parce que les niveaux de préservation des dents sont très différents d'une dent à l'autre. Alors, hormis les requins, les raies, on a pas mal de poissons osseux, essentiellement de Léotrigonodon. Hein, alors là, par exemple, ouais, ça ressemble à ça, Léotrigonodon serratus. C'est un poisson de grande taille. On a pas mal de formes de dents différentes. On a du Pycnodus ici. C'est un pycnodontiforme. On a des fragments d'os. Donc ça, c'est attribuable à de la tortue, des fragments de tortue. Ici, on a une écaille de l'épisosté. C'est un poisson qui est plutôt du sparnacien. Là encore, une dent des Léotrigonodon, mais très très bien préservée. Alors, le but de ça, ça va être de faire une séparation un peu de tout, et puis de voir ce qu'il y a comme espèce de dents, parce que moi, je ne connais pas ce gisement-là. J'ai jamais fouillé. Voir un peu la richesse, la quantité, puisque là c'est ce qui a été récolté dans les tamis de l'époque. Hein. Donc c'est un gisement du Vexin qui est aujourd'hui totalement fermé et épuisé, même je dirais. Il n'y a plus de potentiel de récolte. Ceci dit, je ne donne pas le nom parce que ça fait quand même partie d'une propriété privée et la personne qui a racheté cette propriété ne veut surtout pas entendre parler des fouilleurs. Alors que bon, l'ancien apparemment laissait sans trop de difficulté l'accès à sa propriété. Voilà, c'est ce qui peut se passer quand il y a un rachat de terrain, hein, dans le Vexin ou ailleurs. Là, on a une autre dent, une dent de poisson qui est un peu plus typique. C'est une albula, une albuliforme. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Les Léotrigonodons sont vraiment d'une superbe abondance et d'une préservation que je n'ai jamais vu ailleurs. Vraiment, c'est hyper abondant. Le mot est faible. Il y en a des dizaines, voire des centaines de dents. Alors que dans la plupart des gisements, elles restent assez confidentielles. Ou dans des gisements où il y en a un petit peu plus, elles sont pas aussi abondantes. Et surtout jamais, enfin, rarement aussi bien préservées. Voilà, donc là je vais faire un premier débrief et puis je vais essayer de mettre un peu tous les éléments de côté et je vous montrerai ça plus en détail après. Bon, là d'après ce que je vois, bon, on a bien sûr du mélange yprésien, sparnacien. Donc yprésien c'est l'éocène inférieur, le sparnacien c'est un petit peu antérieur, c'est un faciès plus qu'un étage, mais ça correspond en gros à des événements climatiques avec une faible profondeur de bassin de sédiments. Et par contre au lutétien inférieur, là on a une forte abondance de dents de requins, et je vais vous montrer ça plus en détail après. Alors je vais faire une petite mise au point par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là tout à l'heure je parlais de poissons osseux et poissons cartilagineux. Alors quand on fouille, nous, chez les amateurs, et je dirais plus généralement les spécialistes des vertébrés marins, surtout ce qu'on classerait parmi les poissons, il y a deux grands groupes à prendre en compte. Il y a les poissons cartilagineux, qui comprennent les raies, les requins et les holocéphales, c'est-à-dire les chimères. Ce sont des poissons qui n'ont pas de squelette ossifié, qui ont un squelette qui est en cartilage, comme son nom le dit, qui se préserve extrêmement mal, dont on retrouve très peu d'éléments fossilisés, hormis quelques vertèbres ossifiées
essentiellement chez les individus adultes âgés. Par contre, chez les poissons dits osseux, là, on a bien la terminologie dedans, c'est des poissons qui ont des os à la place de cartilage. La seule difficulté chez les poissons osseux, qu'on appelle aussi actinoptérygiens, c'est-à-dire poissons à nageoires rayonnées, je vous montrerai sur un schéma, c'est la difficulté de trouver des éléments qui soient assez distinctifs pour les identifier. Parce que d'un groupe à l'autre, on n'a pas forcément des dents très distinctives, notamment chez un grand groupe qui s'appelle les labridés, qui sont des petites dents et des petites dents pointues sous forme de vomères ou isolées. Alors les vomères, c'est les parties supérieures de la mâchoire, mais quand c'est isolé, on ne peut pas dire grand-chose. Il n'y a que quelques dents de poissons typiques de ces niveaux-là, comme les lépisostés, les albulas, les pycnodus, les philodus, voilà, qui sont assez caractéristiques pour pouvoir les distinguer. Mais on reste de toute façon très limité parce que ce sont des poissons qui sont assez peu répandus et pour lesquels, hormis ces rares restes de fossiles, on n'a aucun autre élément. Généralement, dans les poissons osseux, ce qu'on va avoir, hormis les dents, les écailles, les vertèbres et tout ça, ce sont des otolithes. J'avais déjà fait un petit sujet là-dessus. Ce sont des pierres d'oreille et non pas des os. Hein, c'est vraiment important. C'est pas des os. Hein. Ce sont des pierres qui se forment dans l'oreille interne et qui aident le poisson à se positionner en 3D et dans l'audition. Alors, les otolithes, contrairement aux dents, sont très diagnostiques. C'est-à-dire qu'on peut les identifier relativement facilement à condition de connaître le sujet. Bien sûr, parce que quelqu'un qui ne connaît pas, je lui montre 2 otolithes, il ne saura pas faire une grande distinction. Dans le bassin parisien, au niveau des poissons osseux, il y a à peu près une centaine d'espèces connues. Essentiellement par les otolithes, plus rarement par des écailles, par des dents, des restes de rostres pour certains groupes. Et pour les poissons cartilagineux, donc les poissons raies, requins et chimères, là on est autour de 90 espèces. Uniquement basées sur les dents, sur les différences de dents. Donc ça, je vous remontrerai un peu plus en détail. Mais à ce point de la vidéo, je tenais à faire cette petite précision pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour que quand je vous parlerai d'une dent de poisson osseux, vous soyez pas dans l'interrogation de dire pourquoi il ne nous parle pas d'autre chose. Voilà. Donc c'était une petite mise au point rapide. Allez, à bientôt. Alors là, je reprends le tri des dents de requin, des dents de poisson osseux qui sont de l'Ipresocuisien lutétien inférieur, d'un gisement de l'Eure qui est fermé depuis longtemps. Et c'est du matériel qui n'a pas encore été trié. C'est-à-dire que ça a été ramassé, mais ça n'a pas été trié, calibré, rangé, identifié. Donc c'est ce que je m'emploie à faire depuis quelques temps. Alors là, j'ai étalé tout ce qui reste comme éléments. Vous voyez, ils sont hyper nombreux. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a plusieurs milliers de dents. Hein, dents, écailles, os, vertèbres. Enfin, voilà. Très, très, très nombreuses choses. Et ce n'est en plus qu'une faible partie de la totalité qui a été trouvée. Donc voilà, ça donne un aperçu de la richesse de ce gisement-là, qui malheureusement n'a pas été étudié. Et ça, c'est le plus triste dans l'histoire, parce que avec tout ce qu'il y avait sur ce gisement-là, notamment comme là on a sur de l'écaille de l'épisosté, on avait largement de quoi faire une publication de très haute volée. Malheureusement, les découvreurs ne l'ont pas fait pour l'instant. Ça viendra peut-être, j'espère, parce que bon, ça serait dommage de ne pas le signaler. Une telle lentille aussi productive, avec autant de vertébrés aussi bien préservés, même s'il y a de la casse, et c'est normal, comme partout, il y a toujours de la casse, d'avoir une telle richesse. Moi, je n'ai jamais observé ça ailleurs. Hein. C'est jamais vu une telle richesse. Il est possible qu'on trouve des fois des centaines de dents, des milliers de dents sur plusieurs années. Mais là, ça représente à peu près une journée de fouille. Donc vous voyez, c'est un ordre d'idée qu'on n'a pas l'habitude de voir de manière récurrente. Alors, une journée de fouille intense, hein, attention, c'est beaucoup de tamisage, évidemment. Il y a récolte de tous les restes de tamis.
qui sont triés à la maison ultérieurement, qui sont au moins mis de côté. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir de telles quantités de dents, d'os, d'écailles. Là, je suis en train de trier les dents de raie. Vous voyez, bon, pour l'instant, j'ai mis tout ça de côté. Là, on est sur les dents d'Eotrigonodon serratus. Là, on a des fragments osseux en pagaille. Là, on a les dents de Pycnodontiformes, qui sont des poissons broyeurs. Là-bas, là, on a des dents, alors j'ai mis de côté, c'est des albulas. C'est des poissons tarpons, on appelle. Là, j'ai trouvé une dent tout à l'heure de l'épisosté, donc qui se rattache avec les écailles qui sont ici. Dents qui sont en cours de tri, de poissons osseux, donc il y a plusieurs groupes. Là, je viens de trouver une petite Gymglymostroma là tout à l'heure, mais bon, elle est très dégradée, mais elle est complète. Là, encore des écailles de l'épisosté. Là, ce sont les dents, ce qu'on appelle de la faune blanche. Alors, la faune blanche, c'est pas un gros mot, c'est simplement que, vous voyez, les dents par rapport à d'autres dents sont de couleur blanche. Et ça, elles résultent du dépôt de sédiments au lutétien inférieur. Et leur caractéristique, c'est d'être toute blanche. C'est pour ça qu'on appelle la faune blanche, voilà, tout simplement, parce que le niveau de préservation est nettement supérieur à certaines dents du cuisien qui sont un petit peu plus usées. Alors, souvent, dans la faune blanche, on a quand même des usures au niveau des racines. Là, je montre une dent de probablement Sylvestrillamia territidens de l'éprisien, du cuisien, une espèce qui est très fréquente là-bas. Et quand je dis très fréquente, moi, jusqu'ici, j'en trouvais une ou deux par an. Là, sur ce gisement, je vais vous montrer. Rien que sur ce gisement-là, pour l'instant, j'ai une boîte qui est quasi complète, avec plein de positions différentes. Donc ça va me permettre déjà de compléter un petit peu mes connaissances sur cette espèce-là, qui est assez distincte du Macrota, notamment au niveau de ce qui est racine chez la bestiole, chez l'animal, puisque les racines ont souvent une petite torsion, qui est assez caractéristique de Territidens, hein, qui est une espèce qui est très fréquente à Baywood, en Angleterre, dans le Sparnacien. Donc là, on peut présumer que ce soit un dépôt sparnacien. On a, qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme éléments? Alors, on a des éléments qui laissent supposer également qu'on est en présence d'ossements, de tortues, de crocos. On trouve des dents de crocodile. Là, vous voyez, par exemple, j'ai un petit mollusque céphalopode qu'on appelle un Belosepia. Là, j'en ai un autre qui est un autre céphalopode qu'on appelle un Beloptera. J'avais déjà fait une vidéo, je vous mettrai le lien. Ça, ce sont des éléments complémentaires de faune. Hein. Il ne faut pas les laisser, il faut pas prendre ça à la légère et dire oh, c'est pas intéressant. C'est extrêmement intéressant. Tous les éléments qui peuvent nous apporter des informations sur le contenu faunistique, aussi bien dans les premiers dépôts que les derniers, c'est-à-dire les premiers, ce serait du Sparnacien, puis viendrait du Cuisien, puis du Lutétien inférieur, sont importants à prendre. Et il faut absolument jamais délaisser ces éléments. Alors pour un débutant, bien sûr, ça peut paraître compliqué, et ça l'est, effectivement, mais c'est comme tout pour tout, il faut s'habituer à trier, à regarder, à essayer de comprendre comment sont faits les mélanges, et de pouvoir ensuite tenter de les distinguer. On a par exemple, là vous voyez une dent qui est toute noire, hein, donc on pourrait presque croire qu'elle vient des Phalantoren tellement elle est noire, mais elle vient bien du même dépôt, du Vexin. Vous voyez, ça ce sont des dents noires, c'est la première chose qu'on va pouvoir identifier. Ce sont des petites dents noires qui sont assez fréquentes, hein. Elles ne sont pas les plus fréquentes, mais elles sont assez fréquentes. Et ces petites dents noires traduisent un premier dépôt du Cuisien, qui a été remanié. C'est pour ça que les dents sont en assez mauvais état. Elles sont souvent petites et roulées. Et après, on va avoir des dents de couleur intermédiaire, alors qui vont être un petit peu ocre, comme par exemple celle-ci. Celle-ci, elle est un peu plus ocre. Et puis après, on va avoir des dents un peu plus grisâtres.
voilà, qui sont probablement une autre transgression cuisienne, pour arriver aux dents blanches, qui sont ici, qui sont du lutétien inférieur. Donc avec l'observation comme ça des éléments, des couleurs, des usures des dents, de la préservation ou pas des denticules latéraux, de la racine, du tranchant, de tout un tas de petits éléments qui sont pris individuellement peu intéressants, eh bien on va arriver à déduire qu'il y a eu plusieurs faunes successives sur ce même gisement, donc successives dans le temps, hein, puisque là on passe du sparnacien au cuisien, cuisien inférieur, peut-être cuisien moyen, et lutétien inférieur. Donc on a en gros 3 ou 4 grandes phases d'envahissement du secteur par des niveaux marins, et donc en résultante des faunes qui se succèdent, qui ne sont pas contemporaines les unes des autres. Par exemple, les petites dents noires n'ont pas connu les dents blanches, hein. Elles étaient déjà fossilisées, celles-là. Quand cet animal-là est arrivé, qui vivait dans l'environnement, tout ce qui était avant était déjà à l'état de fossile. Donc ça, c'est important à le comprendre. Voilà. Donc il y a plein d'autres éléments comme ça qu'on peut trouver et avec lesquels on arrive à déduire la succession de faunes. Là par exemple on a un morceau d'Otodus, alors Otodus auriculatus, ou alors pour d'autres une autre espèce du cuisien que les Belges adorent, Axuaticus. Bon, de toute façon elle n'est pas complète, mais ça laisse présager la présence de grands prédateurs. Hein, hormis les grands prédateurs classiques comme les robustus, les macrota, les trigonalis, les galéocerdos, voilà. Donc tous ces éléments pris séparément n'ont pas d'importance. Tous mis ensemble, corrélés et distribués géographiquement et stratigraphiquement parlant, arrivent à donner des grandes lignes et de voir quelles sont les faunes qui se sont succédées. Ils ne sont pas tous contemporains du même dépôt. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante à retenir. Sur des gisements, que ça soit aussi bien dans le bassin parisien que dans les faluns de Touraine, il arrive fréquemment qu'on fouille des niveaux qui sont très disparates. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés en même temps, mais qui se sont retrouvés mélangés par d'autres phénomènes de remaniement, de déplacement horizontal et surtout vertical de faune. En gros, vous avez une faune du cuisien, elle est remaniée par la mer au lutétien inférieur, elle va se déposer avec des dents qui sont du lutétien inférieur. Voilà. Et ça, ce sont des phénomènes qu'on rencontre très très fréquemment, qui sont source de beaucoup de confusion. Moi-même, je me suis fait avoir au tout début, hein, c'est normal, à partir du moment où on ne connaît pas, on est dans la source de possibilités de confusion, et plus on va connaître les espèces, leur étage, leur répartition géographique, mais aussi stratigraphique, donc verticale, c'est-à-dire dans le temps, hein, en sachant que quand on a de l'Otodus obliquus, on est sur le lyprésien. On ne peut pas le retrouver dans le lutétien inférieur. Voilà, donc tout ça, mis bout à bout, va nous permettre de contextualiser les dépôts. On a le même phénomène au Maroc avec les phosphates. Les phosphates marocains, ils sont constitués de très nombreux dépôts qui font du maastrichtien, c'est-à-dire au Crétacé supérieur, jusqu'au lutétien moyen. Et entre-temps, on a du tannétien, on a du cuisien, on a du lutétien, et toutes ces faunes-là se sont retrouvées mélangées par l'exploitation des gisements. Mais pris séparément, ils sont jamais mélangés. On va pas trouver une Squalicorax avec une Otodus, c'est pas possible. On est sur deux faunes distinctes à des dizaines de millions d'années d'écart. Mais c'est vrai que présentés dans les boutiques, ils seront présentés les uns à côté des autres, et on aura un biais de fonctionnement qui est faux, puisqu'on pensera qu'ils vivaient ensemble, alors qu'ils n'ont jamais connu, ils se sont jamais rencontrés, hormis sur les étals du marchand à l'état fossile. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça, c'est très très important de comprendre le contexte stratigraphique. C'est même la seule chose qui nous permette de distinguer correctement les faunes et d'en déduire des informations cohérentes.
et éventuellement de faire des publications. Bon, pour ce gisement même, donc je vous dis, il n'y a rien de fait à l'heure actuelle. Je suis pas sûr que ça soit fait un de ces jours, c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, la richesse est monumentale, hein. Moi je n'ai jamais vu ça, hein. Un tel dépôt avec autant de dents, maintenant la lentille est passée, le propriétaire n'est plus le même, donc on peut plus y aller, de toute façon il n'y a plus rien à voir. Mais en gros, ils ont trouvé 50, 100 fois ça, en dents. Donc vous voyez, vous imaginez un peu le volume des dents sur quelques dizaines de mètres carrés. C'est vraiment très très restreint, et donc ça laisse supposer que dans le secteur du Vexin, on ait d'autres lentilles similaires, de qualité similaire. Et là, ce ne sont pas bien sûr toutes les dents, ce sont du vrac, c'est du tout venant. Mais ceci dit, dans le tout venant, il y a déjà énormément de belles choses. Bon, voilà, je vais essayer de monter le film et puis de vous expliquer un peu tout ça de manière un peu plus cohérente. Et puis, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à m'en poser. La seule question à laquelle je ne répondrai jamais, c'est la localisation des gisements. C'est pas le but, hein. Je veux bien vous donner des informations de compréhension, mais moi, je ne suis pas là pour donner un point GPS et vous dire comment faire. À l'heure actuelle, il existe des tas de méthodes de recherche sur Internet. Chacun est libre d'aller trouver, mais de toute façon, ce gisement-là, même si vous y alliez, il n'y a plus rien à trouver. Il n'y a plus rien et c'est plus le même propriétaire. Donc vous allez vous faire virer manu militari. L'ancien a laissé fouiller des personnes, pas moi, je n'ai jamais fouillé, mais ceux qui ont eu l'occasion d'y fouiller, ils n'ont pas eu de problème. Maintenant, le nouveau propriétaire veut personne. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut sur son terrain. À bientôt.